Le député, la parole est maintenant à Madame Valérie Rabault, présidente du groupe Nouvelle Gauche. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, samedi à 2 h du matin, heure française, la France, avec les États-Unis et le Royaume-Uni, a opéré des frappes sur le sol syrien visant des installations identifiées comme étant des usines de fabrication d'armes chimiques. Samedi à 2 h du matin, heure française, notre armée, avec son aviation et ses navires, a été engagée par le Président de la République. Elle a mené des frappes ciblées sur un sol étranger, à plus de 3000 km de nos frontières. Je souhaite ici saluer son professionnalisme et son efficacité et le courage de l'ensemble des soldats qui ont été mobilisés pour cette opération. Samedi à 2 h du matin, heure française, la France, avec 2 États membres permanents du Conseil de sécurité, est intervenue en Syrie au nom du respect de la résolution 2118 des Nations Unies, dont l'article 21 prévoit la possibilité d'une riposte militaire en cas d'utilisation d'armes chimiques. Mais samedi à 2 h du matin, heure française, la France, pour la première fois de son histoire contemporaine, a mené des opérations militaires hors de ses frontières sans mandat explicite de l'Organisation des Nations Unies. Monsieur le Premier ministre, nous comprenons la philosophie de la démarche décidée par le Président de la République. Nous sommes ici, toutes et tous, les héritiers des Lumières, défenseurs ardents d'un concept né en France il y a plus de 200 ans, l'universalité des droits humains. Ce principe d'universalité est depuis 1945 au cœur du fondement de notre ordre mondial. Ainsi, René Cassin, père de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, évoquait, et je le cite, « ce monument du droit des gens, protecteur des hommes, de tout lieu, de tout territoire, de toute confession, sans préoccupation de connaître le régime des États ou des groupes humains sous lesquels ils vivent. » Monsieur le Premier ministre, l'universalité des droits humains n'a de force que parce qu'elle est régie et protégée par un cadre juridique international. Créer une brèche à ce cadre juridique, si petite soit-elle, peut faire courir le risque de fragiliser l'universalité de tous ces droits. Or, samedi dernier, la France et ses alliés ont créé une brèche. C'est certes au nom du respect de la résolution 2118 des Nations Unies qui vise à protéger la population civile syrienne des attaques chimiques et donc du respect des droits humains que le Président de la République a fait intervenir l'armée française en Syrie. En procédant ainsi, il a souhaité faire respecter le droit international, mais il l'a fait en dehors du cadre prévu par le droit international. En tant que représentant de la nation et donc garant de sa protection physique et juridique au regard des règles internationales, vous comprendrez que votre position nous interroge, puisque vous avez placé de fait la France en dehors du cadre légal international. Pour autant, mes chers collègues, nous ne pouvons que vous rejoindre lorsqu'il s'agit d'œuvrer au respect légitime des résolutions du Conseil de sécurité votées pour préserver les droits humains. Si nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation particulière, où pour faire appliquer une résolution des Nations Unies, la France se place en dehors du cadre des Nations Unies, c'est principalement du fait du droit de veto accordé à 5 États membres. Ce droit de veto a, en matière humanitaire, conduit à de nombreux blocages et est indirectement responsable de milliers de morts qui auraient pu être évitées si la communauté internationale avait réagi. Aussi, Monsieur le Premier ministre, le groupe Nouvelle Gauche, au nom duquel je m'exprime devant vous, vous demande de prendre une initiative auprès des Nations Unies pour faire évoluer ce droit de veto. Déjà en octobre 2013, Laurent Fabius, qui était alors ministre des Affaires étrangères, avait formulé une perspective équivalente, et je le cite. « Il s'agit pour les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de procéder à un encadrement volontaire par eux-mêmes du droit de veto. Cette évolution s'opérerait sans modification de la charte et par un engagement mutuel des membres permanents. Concrètement, lorsque le Conseil de sécurité aurait à se prononcer sur une situation du crime de masse, et c'est le cas,
les membres permanents s'engageraient à renoncer à leur droit de veto. Fermez les guillemets. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, sortir de l'impasse juridique dans laquelle nous enferme le droit de veto en matière internationale suppose de soutenir cette proposition et nous vous le demandons très solennellement. Sans ce veto qui a été utilisé par la Russie, la France aurait eu l'autorisation formelle pour faire respecter la résolution 2118 et intervenir. Monsieur le Premier ministre, la France a agi à la fois pour le droit international et en dehors du droit international. Elle a aussi agi sans ses partenaires de l'Union européenne, et je dis bien de l'Union européenne. Aussi, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous interroger. Avez-vous, oui ou non, sollicité nos partenaires de l'Union européenne pour participer aux frappes sur les usines d'armes chimiques en Syrie? Si la réponse est oui, confirmez-vous que tous les pays que vous avez contactés ont refusé de participer à l'opération menée par la France et ses alliés? Si la réponse est non, pourquoi avez-vous estimé préférable de ne pas associer nos partenaires européens, alors même que le président de la République, lors de son discours de la Sorbonne, appelait, et je le cite, à une doctrine commune pour agir et plus encore à une culture stratégique commune? Nous, députés socialistes et apparentés, considérons que la stratégie internationale de la France devrait s'appuyer sur une coopération européenne renforcée, qui représente le seul positionnement susceptible de réaffirmer notre souveraineté dans le contexte international que nous connaissons. Oui, notre souveraineté passe par l'Europe. L'échiquier géopolitique se redistribue avec d'un côté à l'Est la Russie qui œuvre à renforcer ses positions au Proche et au Moyen-Orient ainsi que dans les Balkans. Et de l'autre, à l'Ouest, un partenaire américain dont l'imprévisibilité peut interpeller. Cette évolution à l'Est et à l'Ouest risque de facto de conduire l'Europe à devenir spectatrice de son propre destin, ce qui est en contradiction totale avec l'œuvre de construction européenne menée depuis 60 ans et qui conduit inéluctablement à asseoir les populismes en tout genre. Être maîtresse de son destin politique signifie pour l'Europe d'organiser une défense européenne commune et un positionnement commun face aux évolutions stratégiques du monde. Dans cette perspective, le groupe Nouvelle Gauche observe que d'autres pays font des propositions pour tenter de lever le blocage institutionnel qui, sur certaines décisions, et notamment en matière de politique étrangère, condamne l'Europe au surplace. Ainsi, le ministre sociodémocrate des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas, avance l'utilisation de la clause dite passerelle, incluse dans le traité de Lisbonne, qui permet d'étendre la majorité qualifiée à l'ensemble du processus décisionnel en matière de politique étrangère, à condition qu'elle soit soutenue par une majorité des députés européens et, bien sûr, à l'unanimité des dirigeants de l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous à cette proposition pour que l'Europe retrouve sur la scène internationale la voix qu'elle a perdue? Enfin, ces frappes reposent la question stratégique, la question de la stratégie de la France en Syrie. En 2015, l'actuel ministre des Affaires étrangères, alors ministre de la Défense, a publié un livre au titre évocateur, que je vais citer, « Qui est l'ennemi ?» rappelant ainsi la nécessité d'être en mesure de répondre à cette question préalablement à la construction de toute stratégie. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je vous la pose aujourd'hui. En Syrie, à cet instant, qui est l'ennemi de la France contre lequel la France se bat? S'agit-il de Bachar el-Assad? Face à l'impasse des pourparlers de Genève II, comment la France, avec l'Europe, compte-t-elle réinitier un processus de discussion en associant la Russie, la Turquie et l'Iran? L'application des deux textes de résolution, la 2254 de 2015 et la 2401 de 2018, déjà agréées, peuvent-elles être un jour effectives? Sans ce processus de discussion entre tous les partenaires, il n'y aura pas de paix en Syrie. Il n'y aura pas de paix en Syrie et il y aura sans doute des fractures grandissantes au sein de l'OTAN. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, éviter la situation de samedi où la France agit pour le droit international et à la fois en dehors du droit international suppose deux chantiers, celui de la réforme du droit de veto des 5 membres permanents en matière humanitaire et celui de la défense européenne.
Monsieur le Premier ministre, vous aurez notre soutien pour mener ces chantiers. À vous de nous dire si vous acceptez le défi de les porter. Je vous remercie. Merci, Madame Rabault.